origines suisses qui parlent. Mais disons qu'à 17h15, nous commencerons ce webinaire et nous essayerons de le clôturer à 18h. Après 18h, bien évidemment, vous pourrez continuer de poser des questions à Philippe qui se réjouira de vous répondre. Euh, donc, vous pouvez, dans la zone discussion, nous faire part de toutes les questions que vous pouvez avoir pendant la présentation de Philippe et je me ferai un plaisir de lui poser par la suite quand viendra l'heure des questions et des réponses. Merci à tous. Donc, comme je vous le disais, ce webinaire sera enregistré et un replay vous sera proposé. Nous vous renverrons le lien vers ce replay par un mail à la fin de ce webinaire. Merci encore à vous tous d'être présents. Vous êtes nombreux à vous être enregistrés, alors nous allons bientôt commencer. Je suis certain que vous êtes impatients de découvrir ces exemples que Philippe Ramis va nous présenter. Alors, Philippe Ramis, justement, vient d'accéder à la présidence de notre association et il va se faire un plaisir de vous présenter ce qu'est la FAV en quelques minutes. Puis, il attaquera sur ces exemples autour de la mobilité. Alors, Philippe, je te laisse la main et je te laisse commencer ce webinaire qui en appellera bien d'autres parce que nous avons chaque mois prévu de réaliser ces webinaires. Philippe, je te laisse la parole. Très bien, ben merci Cédric, merci pour cette introduction. Bonjour à tous, je gère un petit peu les salles d'attente au fur et à mesure. Ce que je vous propose aujourd'hui, très rapidement présenter la FAV en tant que président. Donc, je vais prendre ma première casquette en tant que nouveau président de la FAV. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association qui a été créée en 1978 et qui a un réseau européen. Donc, qui s'appelle Value for Europe. Nos missions, c'est donc de promouvoir l'analyse de la valeur, de fédérer l'ensemble des praticiens, donc de développer la méthode d'analyse de la valeur, bien évidemment aussi de transmettre justement ce savoir autour de notre réseau et des différents acteurs qui sont sensibles à la démarche. Et on a aussi un processus de certification qui permet de reconnaître les différents talents qui utilisent et qui mettent en œuvre cette démarche. Pour le webinaire, ce que l'on peut dire en plus, c'est que c'est le premier, donc c'est un test aujourd'hui. On va essayer de le répéter, de mettre en œuvre. Donc on sera de plus en plus performant par rapport au dispositif et aux outils. Le rythme qu'on s'est donné, donc c'est mensuel. Je vous présenterai le prochain déjà qui est acté, avec une logique, c'est qu'on puisse alterner de temps en temps faire des présentations justement de retour d'expérience comme aujourd'hui, et puis plutôt des présentations de l'outil, des différents outils de démarche analyse de la valeur, pour que vous puissiez aussi éventuellement les mettre en pratique de façon, on va dire, concrète. La démarche, c'est comme tout, il y a une démarche complète, mais on peut aussi, dans des cas particuliers, mettre en place des outils pour résoudre ou faciliter des échanges à un moment donné. Voilà, le format, c'est une petite introduction, 25 minutes de présentation, puis on donnera un quart d'heure d'échange. Et comme l'a dit Cédric, ceux qui veulent prolonger, on peut toujours continuer à prolonger. Je vérifie, j'ai du monde en salle d'attente. Comme c'est moi qui dois les inviter, les faire rentrer, je les fais rentrer. Voilà. Le prochain webinaire, il est déjà programmé. Pardon. Voilà, j'ai les petits soucis de la. L'objectif, oui, ce sera d'évoquer la bague de Régnier. Donc, on vous expliquera un petit peu comment utiliser cet outil qui permet de faciliter la prise de décision collective pour prendre en compte les avis de chacun et faire converger l'ensemble des acteurs sur une décision. Je
rentre directement sur les retours d'expérience. Alors, j'en profite pour me présenter à titre personnel. Donc, moi, je fais partie du cabinet Algoé depuis un peu plus de 25 ans. Et donc, mon métier, le métier d'Algoé, c'est du conseil en organisation et en management de projet. J'interviens un peu plus spécifiquement sur des projets d'infrastructure et d'aménagement, infrastructure de mobilité voilà, principalement, avec toutes les composantes liées au management de projet, maîtrise des délais, maîtrise des coûts, démarche qualité, management des risques, et bien entendu aussi l'approche euh, valeur, donc avec j'ai une certification en analyse de la valeur, donc en tant que PVM, d'animateur en analyse de la valeur, et comme je vous l'ai dit, j'ai eu l'occasion d'assurer, donc j'ai l'occasion d'assurer le rôle de président de la FAV. Pourquoi j'ai choisi ces deux retours d'expérience parce qu'ils ont deux particularités, hein, vous verrez. Il y en a un qui est très en amont, qui permet plutôt de montrer que l'on peut aussi, sans avoir des choses très concrètes, utiliser les outils, notamment plus l'analyse fonctionnelle, on va dire, pour en tout cas rendre factuels les besoins et aider à orienter justement la suite des études. Et puis l'autre exemple, c'est plutôt on est en phase de fin de conception, en tout cas faisabilité. Il y a déjà des choses qui sont émergentes, qui sont proposées. On a un bureau d'études qui a proposé des solutions. Et là, on est plutôt dans une démarche qui va réinterroger les orientations pour consolider le programme et pouvoir justement peut-être remettre sur les rails le projet et réorienter les grandes orientations du projet. Voilà, le premier exemple, ça concerne la congestion aux abords d'une agglomération. Donc, ceux qui connaissent voilà, l'agglomération, je pense qu'ils vont la retrouver. Je vais rester sobre par rapport à ça. La problématique qu'il y avait, hein, c'est globalement, à l'ouest de cette agglomération, on a une congestion récurrente. Donc, je pense que c'est quelque chose qui parle un peu à tout le monde hein, sur ces problématiques. Dès qu'on a une grande ville, hein, systématiquement, le matin et le soir, des problèmes de congestion. La difficulté, c'est que énormément, l'ensemble des partenaires locaux, hein, que ce soit au niveau du département, de l'agglo, de la région, euh, des communes associées, hein, donc ça fait un certain nombre d'acteurs qui sont sollicités. À chacun avait sa vision sur la solution à mettre en œuvre. Du coup, c'est des débats, je dirais, qui se poursuivaient. Et ça fait plus de 20 ans. Et là, c'est pas, je dirais, les 20 ans, c'est réel, hein, où il y a des échanges pour essayer de trouver la solution et qui permettrait de résoudre cette congestion avec je dirais des solutions avancées par chacun, où chacun se dit, voilà, il suffit de faire un grand contournement, non, voilà, il suffit de développer les transports en commun, ou alors voilà, justement d'éviter aux voitures de rentrer dans la ville. Donc, au vu de tous ces débats, l'État qui avait son rôle un peu de fédérateur de l'ensemble des acteurs hein, s'est dit, je vais essayer d'engager une démarche de concertation. Et lorsqu'ils ont sollicité justement un appui sur cette phase-là, voilà, on a proposé d'apporter dans cette démarche de concertation une approche en utilisant les outils de l'analyse de la valeur, surtout de l'analyse fonctionnelle, pour bien revenir sur les besoins, en tout cas rendre factuel l'ensemble de ces besoins, et puis justement qui permettrait ensuite de réorienter les débats. La démarche en elle-même, elle s'est organisée en 3 temps forts. Donc, le premier temps, c'était justement pour recréer ce dialogue avec les partenaires. Donc, c'est plutôt d'aller voir les partenaires publics pour bien comprendre leurs problématiques, leurs visions et les enjeux du territoire, s'approprier justement des problématiques et de ce qu'il y a déjà, ce qui existe. Ensuite, on était justement dans une logique de rentrer dans une phase d'analyse fonctionnelle avec l'organisation d'un séminaire. Donc là, l'objectif, c'était d'ouvrir beaucoup plus les échanges en associant de façon plus large les associations de riverains ou les différentes parties prenantes concernées par les problématiques de mobilité. Et donc, ne pas se focaliser qu'avec une vision, on va dire, politique élue, mais aussi associer les usagers
et les représentants d'usagers, pour ensuite consolider, identifier les différents leviers. Sur la base de ces leviers, donc il y a un bureau d'études qui était aussi associé à la démarche, qui a essayé de consolider ces scénarios pour essayer de monter justement des scénarios possibles de mise en œuvre et d'investissement qui pourraient se faire dans les années à venir pour pouvoir justement remédier à ces problématiques de congestion. Et puis donc un deuxième séminaire où là aussi c'était dans une logique d'associer l'ensemble des parties prenantes dans les solutions qui émergeaient pour avoir leur avis consolidé, puis le confronter avec leur vision du territoire. Donc, les entretiens ont servi à quoi? Le premier entretien avec les décideurs, c'était l'occasion pour nous justement de bien appréhender ces problématiques, les enjeux, prendre connaissance aussi, on sait que dans une agglomération, il y a quand même des choses qui sont inscrites, hein, déjà il y a une vision prospective du devenir du territoire, donc c'est aussi bien s'imprégner des grands enjeux, en sachant qu'il y avait une stratégie globale, hein, donc affirmée au travers des documents d'urbanisme, sur la stratégie du territoire, notamment d'inscrire cette agglomération comme une ville archipel. Alors, je ne sais pas si certains connaissent cette terminologie, donc l'objectif c'est plutôt justement d'éviter d'avoir une agglomération qui s'étale de plus en plus, mais c'est plutôt de la limiter autour de son périphérique, et puis plutôt de créer des pôles d'activité en périphérie et justement de créer du lien autour de ces pôles, tout en préservant les espaces naturels, les espaces agricoles. Donc c'est vraiment de trouver la bonne alchimie entre ces différents besoins de gestion du foncier des territoires. Et puis un plan de déplacement urbain qui, lui, orientait justement aussi les choix sur le devenir pour développer les transports en commun et les modes doux. On a aussi, donc, ça a permis de mettre en évidence qu'il y a une zone d'activité qui était vraiment en entrée de périphérie, où justement toute la congestion arrivait à cet endroit-là, qui était en plein développement et qu'il fallait prendre en considération dans le cadre des choix à mettre en œuvre et des orientations à mener. Un aéroport aussi qui avait une vocation de développement, donc là aussi quelques débats autour du devenir de cet aéroport pour pouvoir prendre de l'ampleur et se développer. Et puis là aussi dans le contexte, une ligne ferroviaire, parce que c'est aussi un outil de mobilité, mais qui est donc axé un peu plus au nord de l'agglomération. La congestion était un petit peu plus au sud-ouest. Mais c'est quelque chose qu'on a pris en considération. Les échanges justement avec les différents acteurs du territoire, ce qui était marquant, c'est justement cette divergence de points de vue. Alors on a une vision on va dire très centrale au niveau de l'agglomération, où je dirais, le politique se dit bon voilà, moi je suis élu pour plutôt faciliter les déplacements de mes administrés qui sont dans l'agglomération. Il avait une vision aussi un peu analyse de la valeur, c'était de dire l'investissement que je mets, c'est bien pour pouvoir transporter un maximum de personnes, et c'est bien dans l'agglomération qu'il y a un maximum de personnes. Donc c'est là où c'est utile de mettre des transports en commun. Et donc une autre vision un peu plus aussi extrémiste qui était de dire, liée aux problématiques de pollution, ça, je pense que toutes les agglomérations le vivent, comment on peut dissuader les véhicules de rentrer dans l'agglomération, alors soit ceux qui sont en transit et surtout ceux qui veulent aussi aller en centre-ville, comment les obliger à poser leur voiture pour prendre les transports en commun. Le département, lui, a une vision un peu plus globale, périurbaine, et qui disait, oui, mais c'est bien les transports en commun, sauf que ça ne s'applique pas en périphérie. On ne peut pas permettre à tout le monde de venir en transport en commun. Dès qu'on est à plus de 30 km de l'agglomération, et l'usager, il va prendre sa voiture. Et donc, il faut absolument retravailler le maillage routier. Et pour l'instant, il n'y a pas d'alternative qui existe à la voiture. Et bon, là aussi, pas forcément une conviction forte sur toutes les alternatives que beaucoup connaissent, entre le covoiturage, les logiques de multimodalité pour inciter les parcs relais, les choses comme ça, en disant il y a des ruptures de charge. Et là, en général, la personne qui sort de chez elle, une fois qu'elle a pris sa voiture, a plutôt vocation à aller jusqu'au bout pour aller travailler.
Et puis côté région, là, c'est une vision encore un peu plus, un zoom un peu plus important, avec une sensibilité forte auprès plutôt des transports routiers, et en disant, oui, la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de transporteurs routiers en fait, qui sont obligés d'aller de traverser cette agglomération, qui n'ont pas forcément vocation. Alors il y a certains qui vont desservir l'agglomération, mais d'autres qui doivent simplement la traverser parce qu'il n'y a pas d'autres axes qui permettent de contourner. Euh, donc le poids lourd vient contribuer à la congestion. Et donc, l'idéal, ce serait le grand contournement, on va dire, de l'agglomération, qui permettrait d'éviter aux poids lourds de passer par l'agglomération. Voilà, donc on voit très bien que les avis étaient très divergents. Par rapport à ça, ça nous a permis de prendre un peu du recul et justement d'organiser le premier séminaire sur une journée. Ça a permis d'associer une cinquantaine de participants. Et là, on a associé oui, pas mal de personnes, de représentants, aussi bien voilà, avec une vision mode doux, covoiturage, les différents acteurs de la zone industrielle. Donc l'ensemble de ces acteurs, déjà, ce premier séminaire, ça était l'occasion de partager le constat, le diagnostic avec l'ensemble de ces acteurs, et puis d'échanger avec eux. Et donc, on a organisé au sein de ces ateliers, donc c'était une journée complète, des ateliers. Donc, on voit très bien que animer des ateliers avec 50 participants, c'est toujours un peu compliqué. Donc, on a créé des groupes internes. Donc, chaque groupe était représentatif. Donc, on a essayé de trouver l'équilibre de représentativité des différents acteurs. Philippe, Et juste, puis, on a. excuse-moi Philippe de te couper, juste pour voir si as bien fait rentrer tout le monde, parce que j'ai des personnes qui me disent qu'ils sont encore en salle d'attente. Ah, Désolé hein, de t'avoir coupé dans ton ouais, élan. j'en ai 8 en salle d'attente. Oui, c'est comme Voilà, c'est moi qui ai la main. Du coup, voilà, merci, je suis obligé désolé, hein. de vérifier. Voilà. Euh, bonjour à ceux qui rentrent. Et donc, voilà, ce séminaire, on avait organisé, donc comme c'était une journée complète, petite présentation au début de matinée, première séquence de réunion de travail euh, avec des groupes. La première réunion était plutôt dans une logique un peu prospective, c'est quelle est votre vision du territoire et quelles sont vos visions de besoins de mobilité. Donc là, je ne rentrerai pas dans les détails de la technique d'animation, hein, ça ce sera l'occasion d'un autre webinaire éventuellement. Et puis le deuxième atelier était plus sur les besoins de mobilité en fonction des contextes, c'est-à-dire qu'on a essayé d'identifier les différents contextes de besoins de mobilité. Bien évidemment, il y a le contexte travail, mais il y a bien la famille, quand je vais faire des courses, quand voilà, je dois me déplacer. Donc, on a essayé de mettre en place toutes ces situations pour aussi faire exprimer l'ensemble du groupe sur les besoins de mobilité. Donc, là aussi, hein, la grande difficulté, c'est de dire aussi à l'ensemble des participants, on n'est pas là pour travailler solution, mais on est là pour essayer d'identifier quel est votre besoin lorsque vous voulez vous rendre au travail, quels sont les services que vous attendez dans votre déplacement en termes de temps de trajet, de confort, de services qui peuvent être associés, donc pour aussi avoir une vision globale de tous ces besoins. Donc ce séminaire, il a eu l'avantage de faire émerger un certain nombre de grands leviers, des grands objectifs, et qu'on a organisés, structurés, voilà, autour de 8 grands objectifs qui ont été déclinés autour de 22. Et donc, je dirais, là aussi, pour la petite anecdote, hein, c'est que ce qui était intéressant, c'est que c'est des choses, il y a pas mal de choses qui sont sorties avant l'effet Covid, et il y a voilà, des éléments qui résonnent un petit peu, puisque un des points majeurs, hein, c'est aussi le déplacement qui est le plus efficace, c'est celui qu'on ne fait pas. Donc, c'est de pouvoir travailler chez soi, éventuellement sur les livraisons, est-ce qu'on peut se faire livrer plutôt que d'aller chercher, ou avec voilà, les points relais donc, que beaucoup connaissent. L'entrée de voisinage, donc là, on rentre aussi dans des. Est-ce que mon voisin peut emmener mes enfants à l'école? Ça évite qu'il y ait voilà, deux parents qui se déplacent. Favoriser les niveaux de confort. Donc, je ne rentre pas dans le détail, mais ça a permis d'élargir et d'identifier l'ensemble des leviers qui permettraient justement de répondre aux différents besoins. Sur cette base, on s'est appuyé là beaucoup plus justement sur le bureau d'études de conception qui, au vu de ces éléments, a essayé de monter un certain nombre de scénarios
et de leviers. Donc voilà, ces grands 8 objectifs ont permis de faire émerger 5 grands leviers. Et puis derrière, on a essayé de modéliser un certain nombre d'actions, donc par combinaison de bribes de solutions, ce qu'on appelait des briques, qui ont permis d'identifier des grands axes d'évolution du territoire. Le deuxième séminaire, lui, a été mené voilà, sur une demi-journée. On a réuni les mêmes participants. Ça s'est fait justement 2 mois après, parce que ça a permis justement de consolider des scénarios. Et on a voilà, restitué cette vision des scénarios, restitution de travail. Et là, l'objectif, c'était aussi de pouvoir avoir un regard concret hein, des usagers, des personnes du territoire sur ces scénarios pour vérifier si, ils étaient pertinents et comment ils voyaient un petit peu la chose avec des grands axes. Hein, c'est comment je peux traverser l'agglomération, comment je peux travailler, quels sont les leviers est-ce que ces solutions me permettent vraiment de favoriser ma vie locale, hein, si je suis un petit peu éloigné ou en proximité de l'agglomération, et en fonction des différents besoins. Voilà, les leviers identifiés. Premier levier, hein, c'était de dire, bon, on a des infrastructures existantes. Ce qui est intéressant, c'est comment on peut les améliorer, faire en sorte qu'elles soient plus efficaces. Voilà, le réseau ferroviaire, est-ce qu'on peut augmenter les fréquences? Les problématiques sur les modes doux, comment on peut justement développer? On était parti sur un rayon de 30 km, puisqu'on se dit, au-delà de 30 km, la personne va être moins favorable à prendre son vélo. Hein, c'est un petit peu la limite extrême, même avec les vélos électriques. Et puis tout le maillage, comment on peut améliorer le réseau pour faciliter, fluidifier. Donc c'est un travail du bureau d'études qui a pu quantifier, chiffrer tous ces points-là. Le deuxième levier, c'était de travailler plus sur l'intermodalité, donc comment créer des zones de rabattement et inciter justement les différents usagers qui sont un peu éloignés de se rabattre et de pouvoir utiliser d'autres modes que la voiture. Le troisième levier était plutôt sur la notion de répartition des flux, des axes structurants. Donc, on avait 2 axes structurants qui venaient du nord et du sud, hein, toujours partie ouest, avec ce que j'appelle moi un peu l'effet entonnoir, c'est-à-dire c'était le véhicule, voilà, l'usager en voiture particulière, c'est de lui permettre quand même d'avancer assez facilement, parce qu'on ne lui propose pas forcément d'autres axes, d'autres alternatives à la voiture, et petit à petit, de l'inciter à prendre des parcs relais avec des contraintes au fur et à mesure qui, au bout d'un moment, on va quasiment l'interdire de rentrer avec sa voiture, et donc de laisser sa voiture pour rentrer et utiliser d'autres modes de transport. Un autre levier, là, on était plutôt justement en entrée d'agglomération et puis en s'appuyant vraiment sur la zone d'activité pour qu'elle soit une porte d'entrée qualitative et qu'elle puisse aussi se transformer en hub logistique de distribution de proximité, hein, pour aussi ce qu'on appelle un peu la logique du dernier kilomètre, faciliter et éviter que on va dire le semi-remorque n'entre jusque dans l'agglomération, mais qu'il puisse déposer un maximum de produits et que ensuite les livraisons se fassent avec des véhicules beaucoup plus légers. Alors, je vais faire le Et puis maître le du dernier temps, levier, hein, le maître du oui, temps, parce que voilà. oui, c'est ça. Ouais, le dernier levier, donc, c'était de pouvoir travailler plutôt sur les comportements. Donc là, c'est tous les autres leviers qui sont beaucoup moins mesurables. Et c'était de pouvoir voilà, faire des horaires décalés auprès des riverains. Voilà, comment sensibiliser les riverains, parce que là aussi, la difficulté, c'est qu'on se dit une infrastructure, elle est congestionnée, mais 2 heures dans la journée. Comment on peut lisser tout ça pour essayer que l'infrastructure soit utile et puisse être exploitée tout au long de la journée. Voilà, en conclusion, cette démarche, hein, ça a permis en tout cas de faire converger sur l'ensemble des acteurs sur des grands objectifs. Ça a permis aussi de mettre en évidence qu'il n'y avait pas une solution miracle, mais qu'on était bien dans une combinaison de solutions et donc de converger vers un consensus. Et puis, voilà, ça a permis de mettre en place des outils de vérification de la pertinence avec les acteurs du territoire.
Voilà, globalement, c'est ce retour d'expérience. Je vous propose de partager le deuxième retour, là, pour rester aussi dans le timing. Euh, Là, l'autre sujet était beaucoup plus auprès d'une gare en Île-de-France, où c'est une gare de banlieue. Voilà, vous voyez un petit peu l'état. L'objectif, c'était avec l'arrivée notamment du Grand Paris Express, de pouvoir voilà, faire évoluer cette gare pour être ce qu'ils appelaient la gare du futur, la rendre beaucoup plus moderne et d'être plus en cohérence avec les attendus d'un voyageur du 21e siècle. Euh, et puis en sachant que voilà, l'arrivée du Grand Paris Express allait augmenter considérablement les flux voyageurs. Il y avait une volonté aussi d'être un peu innovant dans la conception des quais. La situation, c'est que justement, il y a déjà une première étude qui a été faite et un bureau d'études avait été sollicité. Et bien évidemment, comme il y avait cette volonté d'être innovant, j'allais dire, le bureau d'études s'est lâché, hein, il était très force de proposition sur sur des solutions. Et là, la SNCF s'est dit, ok, j'ai un catalogue de solutions, maintenant j'aimerais y voir plus clair pour savoir quel est le bon investissement, qu'est-ce qu'il faut choisir comme solution et qu'est-ce que éventuellement je pourrais écarter. Donc la démarche analyse de la valeur a été aussi utilisée à cette fin, où là on était plutôt dans une logique un peu plus en comité restreint, mais en associant les représentants des usagers autour de 5 réunions. Voilà, on va dire classique, hein. Au début, on va cadrer le périmètre. Ensuite, on va faire l'analyse fonctionnelle, donc identifier les différentes fonctionnalités, hiérarchiser, caractériser ces fonctions pour voir qu'est-ce qui est important, ce qui l'est moins. Sur cette base, on s'appuie justement sur le bureau d'études pour voir comment ces fonctions et les solutions qui ont été déjà identifiées, elles contribuent à la réponse à ces besoins. Et puis, un travail plus de créativité pour se dire qu'est-ce que l'on pourrait vraiment peut-être mettre en œuvre au-delà de ce qui a été proposé par le bureau d'études. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient être pertinentes? Et puis après, tout un travail de consolidation, de comparaison des scénarios pour justement prendre du recul et puis orienter les choix pour la suite des études. Le périmètre, hein, on était uniquement sur les quais, hein, donc c'était une demande du maître d'ouvrage, puisque là aussi, on ne rentre pas dans le détail des jeux d'acteurs. Le Grand Paris Express est porté par une autre structure. Enfin, il fallait quand même avoir du lien entre les deux projets. Et puis, donc justement, les quais devaient être à la hauteur du Grand Paris Express. Et la volonté, en tout cas affichée par le maître d'ouvrage au début, c'est de dire, voilà, on veut apporter une expérience positive aux voyageurs et valoriser les espaces qui étaient assez étroits. Et voilà, vous avez aussi un certain nombre d'acteurs qui ont été associés, bien évidemment, à la maîtrise d'ouvrage, à la maîtrise d'œuvre, mais beaucoup de représentants d'associations locales pour aussi bien comprendre les besoins locaux du territoire. Donc, une fois qu'on a cadré tout ça, la deuxième phase, c'était l'analyse fonctionnelle. Là, quels outils on a utilisés? On a eu 3 approches. Avec l'ensemble de ces participants, on a dit, vision prospective, pareil, qu'est-ce que vous imaginez en 2030 comme gare, hein? Donc on essaye aussi de se projeter pour se dire, on sort de la situation actuelle et on essaye, c'est une façon un petit peu de repartir un petit peu de la page blanche, c'est-à-dire imaginer si on n'a pas les contraintes, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme gare du futur. Une méthode plus, on va dire, concrète, là, en revenant sur l'environnement, l'existant et ce qu'on appelle la méthode des interactions avec le milieu extérieur. Donc, on va vraiment prendre en compte tout l'existant pour se dire voilà, comment le quai va apporter, quelle réponse peut apporter le quai au regard de ces différents acteurs. Et puis, une dernière logique était plutôt justement cette notion de parcours voyageur, de se dire, on s'imagine à la place du voyageur et à partir du moment où il commence à rentrer sur le quai, quelles sont ses attentes et qu'est-ce qui pourrait l'étonner, qu'est-ce qui pourrait justement faire en sorte qu'entre le moment où il rentre sur le quai et au moment où il rentre dans le train, il pourra avoir un certain nombre de services et de réponses à ses besoins qui puissent soit l'étonner, soit répondre de façon concrète à ses besoins. De cela donc, est sorti un certain nombre de sujets qu'on a organisés, structurés, des orientations avec une arborescence. Donc, on a
qu'on a structuré autour de différents points, notion de confort, d'image, de service, prise en compte des riverains, l'environnement. Je ne rentre pas dans le détail, mais enfin, ça a permis d'organiser tous ces points, de les décliner. Et puis, derrière, pour les connaisseurs, l'aspect fonctionnel, on est rentré un peu plus dans le détail pour essayer de qualifier et de quantifier le besoin. L'objectif, c'est d'éviter de faire aussi de la surqualité, c'est quel est le juste nécessaire par rapport à chaque fonctionnalité. Et puis, ces fonctions, on les a hiérarchisées, c'est-à-dire qu'on a, là en utilisant ce qu'on appelle le tri croisé, on a comparé les fonctions les unes par rapport aux autres pour essayer d'identifier quelles fonctions étaient plus importantes que l'autre. Et par un jeu de pondération, ça a permis aussi de se donner une priorité et une hiérarchisation pour aussi ensuite confronter les solutions et de se dire est-ce qu'elles répondent prioritairement aux enjeux majeurs et aux attentes majeures des différents acteurs. Du coup, une fois qu'on a eu ça, on est reparti des propositions faites par le bureau d'études. Et là, le gros travail, c'était de se dire, les propositions que vous faites, de quelle façon elles correspondent aux différentes fonctions qui sont attendues. Et on essaie de reventiler. Donc, ça, c'est un exercice aussi qui est pas simple, mais il faut un peu de pratique, mais qui permet de se dire, voilà, sur cette fonction évacuation des eaux, les 200 kg euros, on considère qu'elles correspondent à 140 kg euros qui contribuent à la protection de l'environnement, et le reste qui permet d'apporter un espace apaisé pour le voyageur. Et on a fait ça sur chacune des fonctions, et ça permet de mettre en évidence aussi les postes de coût majoritaires. Donc là, c'est intéressant parce qu'il y a des postes qui répondent bien aux premières fonctions, mais là, on a des postes de coût déjà qui sont aussi importants et qui finalement répondent à des fonctions qui ne sont pas forcément considérées comme majeures. Et donc, ça nous permet de nous interroger, par un petit peu une représentation entre les besoins que vous avez en marron pâle et puis les coûts affectés en orange, où on se dit finalement, il y a peut-être des coûts importants qui sont consacrés sur des fonctions qui ne sont pas forcément considérées comme majeures. Et donc, par rapport à ça, on a refait un travail en se disant, sur ces fonctions, quelles sont les solutions que l'on pourrait mettre en œuvre. Donc là, on est sorti des propositions du maître d'œuvre et on a essayé de revenir en disant, qu'est-ce que l'on pourrait faire pour répondre à ces différentes fonctions. Voilà, donc il y a quelques fiches où à chaque fois, on est rentré dans les solutions, à quoi elles répondent aux objectifs, avantages, inconvénients, pour essayer d'avoir une vision partagée de ces différentes visions. Et ça a permis de positionner chaque solution ou brique de solution, parce qu'on n'est pas dans une solution, c'est pas on va dire des solutions globales, puisque c'est des aménagements ponctuels, ont été positionnées sur la matrice coût-bénéfice, c'est-à-dire qu'elles ont été cotées par rapport à l'intérêt qu'elles peuvent apporter au regard des différentes fonctions et pondérées à ces fonctions. Et on a estimé le coût de ces solutions, qui permet en gros de dire tout ce qui est en bas à droite, on considère que ça coûte très cher et que ça apporte peu de bénéfices. Et par contre, on va favoriser tout ce qui est plutôt en haut à gauche, puisque le coût est plutôt faible et le bénéfice, au regard des indicateurs qu'on s'est donnés, est important. Voilà, et là, vous avez, l'épée, c'était les propositions du bureau d'études, et les N, c'est les nouvelles solutions. Voilà, il y a quelques éléments où les usagers se sont dit c'est intéressant d'avoir des supports d'information voyageurs assez forts, notamment dans le couloir, en sortant du quai, de pouvoir avoir une bonne information pour pouvoir orienter rapidement le voyageur. Il y avait tous les accès quai vélo, tout ce qui était orienté sur les personnes à mobilité réduite ou les malvoyants. Voilà, donc quelques éléments qui n'étaient pas forcément mis en évidence par la maîtrise d'œuvre et qui sont sortis, qui ont émergé grâce à ces échanges. Voilà, donc du coup, et puis donc les points verts, c'était en gros où on a acté avec le maître d'ouvrage de les mettre en œuvre, et les points jaunes, c'était de se dire finalement, oui, si on les garde comme tels, ils ne sont pas pertinents si on les positionne dans la matrice coût-bénéfice, et donc derrière, on se dit la solution est quand même intéressante, mais on va peut-être réinterroger
le choix des matériaux ou de la solution pour éventuellement diminuer le coût, retravailler voilà, la continuité. Donc, on a identifié des pistes d'action sur ces solutions. Donc, ça a permis vraiment de réorienter, de donner un plan d'action au bureau d'études pour poursuivre ces études. Donc, le constat, c'est que ça a permis en tout cas de mettre en évidence les différences de point de vue entre les solutions qui étaient imaginées par le bureau d'études, qui avait une vision un peu voilà, innovante, hein, recherche-innovation, mais avec cette logique, j'innove pour innover, et les besoins très concrets hein, des usagers qui disent, bon, moi, quand j'arrive sur le quai, bah, mon premier besoin, c'est de savoir si mon train est à l'heure, pouvoir attendre confortablement, et puis pouvoir éventuellement me positionner sur le quai pour ne pas être trop tassé les uns par rapport aux autres. Donc, ça a vraiment permis de faire le tri par rapport à tout ça et avoir aussi des représentants d'usagers hein, qui étaient vraiment très intéressés, très motivés sur la démarche et très assidus dans la démarche. Voilà, Écoute, globalement, je ne sais pas si j'ai débordé un petit parfait, peu. ouais, ouais, parfait. Bah, écoute, merci beaucoup, Philippe, pour ce Voilà, c'était témoignage. un peu dense, hein, j'ai un peu Et cavalé. oui, oui, il y a eu beaucoup d'informations. Justement, on va prendre un peu de temps pour clarifier certains points. Euh, une des premières questions qui ont été posées, c'est comment a été prise la décision d'utiliser l'analyse de la valeur? Qui l'a prise? Pourquoi elle a été prise? Pourquoi pas d'autres méthodes? Alors là, c'est une bonne question, parce qu'en fait, pour le premier cas, ce n'était pas forcément exprimé comme ça dans la consultation. Nous, on avait répondu à une Donc, consultation c'était un qui appel était très d'offres? orientée, ouais, qui était un appel d'offres, une consultation sur plutôt une orientée concertation. Donc, aidez-nous à concerter, mais plutôt avec les politiques. Hein. Donc, en gros, on a une difficulté avec les différents représentants des instances politiques et aidez-nous à concerter avec eux pour essayer de trouver des solutions. Et c'est nous qui avons proposé la démarche et de combiner justement cette concertation, cette approche concertation et cette approche expression de besoin. Et le deuxième cas, c'est plutôt une conviction du maître d'ouvrage qui s'est dit oula, là, je sens que le maître d'œuvre m'a proposé des choses qui, euh, qui, sont, qui sont certainement très onéreux, j'ai du mal à faire le tri. Et donc, la SNCF est plutôt très favorable à ces démarches. Donc, c'est quelque chose qui est bien ancré dans leur logique. Donc, c'est eux qui spontanément ont lancé aussi une consultation en disant je veux une démarche à l'ISO de la valeur. Sur ce qu'avait proposé le maître d'œuvre, d'accord. J'ai aussi d'autres des questions là tout à l'heure quand il y avait les leviers là que tu as présentés dans la première partie. Oui. Ils ont émergé comment ces leviers? Ça a été un benchmark d'autres villes. C'est les bureaux d'études qui ont proposé des leviers. Comment ça s'est passé? Alors, il y avait un peu de benchmark. Donc, c'est le bureau d'études qui a proposé, en tout cas dans l'atelier, dans le séminaire, on a essayé d'introduire un peu ces éléments de solutions, mais on l'a fait de façon très prudente, justement. On l'a plutôt fait en fin de séance pour éviter d'influencer les participants. Et notre rôle en tant qu'animateur au niveau des groupes, justement, c'était d'arriver plutôt à revenir besoin. Un petit exemple, moi je me souviens en animant, en disant bah, tiens, on met une situation, une personne doit aller dans le centre de l'agglomération, il y a une cinquantaine de kilomètres, c'est un commercial et il a un rendez-vous commercial. Il vient proposer de présenter une maquette. Bon, il y avait des différents sujets qui étaient intéressants, parce qu'on se dire bah, est-ce qu'il a besoin de venir avec sa maquette, est-ce qu'il peut l'envoyer avant ou pas. Et puis après, dans le trajet, il y a eu bon, ce serait intéressant qu'il puisse travailler euh, dans le, pendant le trajet. Et puis, il y en a certains qui ont dit, bah oui, oui il pourrait se restaurer, il pourrait se reposer, euh, il peut téléphoner. Et puis là, il y a quelqu'un qui dit, non, mais dans le train, c'est quand même compliqué de téléphoner. Et ma première remarque, c'est de dire, mais on n'a jamais dit qu'il était dans un train. On a dit qu'il doit se déplacer, on doit revenir justement sur les besoins. Et c'est le gros travail de l'animateur, c'est de revenir toujours et d'inciter le groupe à revenir sur des besoins en fonctionnel et de les retraduire sous une forme, on va dire, sujet, verbe, je veux dire, et complément d'action. Pour dire le besoin, c'est de pouvoir se restaurer, de pouvoir se reposer. Et donc, c'est par rapport à tous ces besoins, on a essayé de reconsolider, d'essayer d'identifier les différents leviers.
Donc après, il y a un travail, je dirais, de consolidation de ces expressions de besoin pour ensuite arriver à les reformuler en termes de levier. Très bien. Alors, euh, j'ai Frédéric qui nous demande comment tu as travaillé aussi les interfaces avec d'autres projets en cours ou d'autres schémas directeurs, là en l'occurrence de SNCF Réseau, avec Rennes, l'agglomération. Comment tu as travaillé Sur Bah, là-dessus, c'est une combinaison entre déjà de consulter les documents. C'est vrai qu'il y a beaucoup de documents d'urbanisme et de stratégique. Hein, la planification du territoire, elles sont inscrites. Donc, c'est là la grande difficulté. En tout cas, quand je dis difficulté, c'était aussi dans la démarche une certaine humilité. On s'est dit, on ne va pas révolutionner et réinterroger, ou en tout cas remettre en cause des documents de planification qui, eux, font part d'échanges et de consolidation depuis plusieurs mois, plusieurs années entre les différents acteurs du territoire. Donc, c'est plutôt comment on intègre ces outils de planification qui existent et qui sont aussi stratégiques, hein, qui donnent des grandes orientations, pour voir quels sont les leviers au travers de ces. On peut appeler ça des contraintes ou des outils existants pour, alors soit dire ça nous permet, les solutions qu'on propose, elles sont en phase avec ces grandes orientations, ou elles sont peut-être complémentaires aussi avec ces orientations. Donc il y a cette phase un peu de prise en compte de l'existant, les échanges avec les politiques et les représentants des différentes instances politiques permet aussi de sonder, d'identifier un peu voilà, quels sont les leviers. Voilà, et à partir de tout ça, c'est plutôt dans la mise en œuvre, dans la recherche de solutions qu'on va plutôt les prendre en compte pour intégrer tous ces éléments dans des solutions, je dirais, concrètes par rapport au territoire. Très Je ne bien. sais pas si ça Alors, permet de j'espère répondre à la question. qu'on a répondu aux questions. Alors, vous pouvez nous lever la main, prendre la parole aussi, hein, il n'y a pas de- Est-ce que Florence, on a répondu à toutes vos questions? Est-ce que vous vouliez préciser certains points? Vous pouvez peut-être prendre le micro si vous voulez. Activer votre micro ou me dire, Florence, c'est tout. Oui, tout est OK, elle dit. Merci, Oui, oui, Florence. oui, très bien, merci. Très bien. Ah, ça marche. Donc, les gens peuvent prendre le micro. Alors, n'hésitez pas hein, à ouvrir votre micro et poser directement les questions à Philippe. Euh, Alors, je vois une question sur les 30 km ah, irréaliste. Oui, c'est la limite qu'on s'est donnée en termes d'infrastructure. Si, là, c'était relativement plat. Hein, c'est un coin qui est relativement plat. Ça fait partie des éléments qui ont été en tout cas évoqués. On sait que c'est plutôt, oui, c'est plutôt du 10 km. Au-delà, c'est plutôt on va dire des sportifs qui vont l'utiliser. généralement, ces critères, ça fait partie de ce que tu as appelé tout à l'heure le Criniflex, c'est Oui, ça? Où tu donnes oui, voilà. le C'est un peu niveau, le le critère critère, qu'on essaye la distance. d'évoquer pour fixer des limites, pour dire jusqu'où on est prêt à aller. Bon, là aussi, on ne s'est pas trop focalisé, comme on était en émergence dans les réflexions. On n'est pas rentré non plus dans combien ça coûte, hein, puisque l'objectif, c'était plutôt déjà d'identifier des leviers. Donc, on a pris quelques hypothèses. On ne s'est pas focalisé vraiment sur est-ce que c'est 20, est-ce que c'est 25. On a plutôt donné des éléments qui donnent au moins des grandes orientations qui permettent au moins voilà, préfigurer le devenir du territoire. Donc, on a vu que tu avais utilisé également la répartition des coûts sur les fonctions, c'est ça? C'était l'outil que tu nous as montré tout à l'heure, un des outils qu'on utilise beaucoup en analyse de la valeur, où Oui, on va répartir, tu peux peut-être nous le remontrer encore, où on va répartir, voilà, ici, les propositions. Tu disais que c'était les maîtres d'œuvre, là, justement, qui avaient alors fait ces ça, oui, propositions. c'est les propositions du maître d'œuvre. Bon, après, on a fait le même exercice, donc c'était plus pour un exemple, on a fait le même exercice sur les nouvelles propositions. Mais bon, on avait commencé là-dessus parce que justement, le maître d'œuvre avait déjà chiffré, lui, donc il avait une bonne estimation financière. Et ça a permis de se dire, voilà, est-ce que
Je prends l'exemple du revêtement de sol mosaïque en camailleux. Donc, il y avait une vraie démarche. En tout cas, c'était vendu comme ça par le maître d'œuvre, euh, comme possibilité justement de mettre des repères en fonction des couleurs de camailleux. Donc, ça, là, il y avait une bonne contribution à ce volet-là. Euh, il y avait la notion de qualité hein, de l'espace, donc c'est un peu de noblesse. Et puis, il y avait voilà, une notion de pouvoir distinguer les zones d'attente. Donc là aussi, hein, on est toujours dans les débats. Est-ce que l'investissement, quelle est la répartition? Est-ce que j'ai plutôt le coût, il y a 30% qui est plutôt sur ce point-là ou 50%? Alors là-dessus, on a quelques techniques pour se dire, bah, si je ne mets pas du camailleux, si je fais de la peinture, concrètement, par rapport au coût, ce que ça va me coûter, est-ce que ça apporte les mêmes fonctions? Et quelle est la différence? Donc on se dit, bah, l'écart de coût, c'est vraiment la notion qualitative qui fait que le camailleux est mieux que la peinture, par exemple. Donc, on Bon, va constamment essayer d'échanger, de comparer par rapport à d'autres solutions et d'autres investissements qu'on pourrait faire pour se dire quelle est la différence entre cet investissement et quelque chose de moins cher. Et donc, cet écart de coût, on considère qu'il a une valeur pour quelle fonction. donc, alors, voilà, les P, donc tu nous proposes, c'est le maître d'œuvre. Et après, au vu de peut-être des trous dans la raquette, ben, par rapport aux besoins que vous aviez identifiés, vous avez fait de nouvelles propositions, c'est ça? Ou vous avez Voilà, demandé à donc votre maître d'œuvre d'aller étudier d'autres propositions, c'est ça? ouais, c'est ça. Là, on a travaillé beaucoup plus avec l'ensemble, le groupe de travail, hein, qui avait pas mal d'associations. C'est de se dire, bah, comme on avait beaucoup de fonctions liées à l'information, hein, là aussi, on s'est dit, bon, bah, OK, là, pour l'instant, l'information, elle est plutôt orientée sur le revêtement et puis une signalétique plutôt d'image à l'entrée de gare. Leur besoin, c'était de dire, moi, je veux, en tant que. Il y avait quelque chose ici, mais qui n'était pas forcément justement mis en évidence. Mais des grosses préoccupations, c'est moi en tant que voyageur, bah, je rentre, je veux avoir quelque chose d'audible, hein, donc travailler sur la sono. Les personnes malvoyantes, c'est intéressant de pouvoir aussi voilà, les aider à mieux se positionner sur le quai, à avoir de l'information. Et puis quelqu'un qui sort du train, alors on va dire le voyageur pendulaire qui rentre le matin, le soir, il sait, il connaît exactement, il a l'habitude. Mais quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude et qui rentre dans cette gare de façon très occasionnelle, ben, quand il sort du train, il ne sait pas où aller, il ne sait pas s'il doit tourner à droite D'accord. ou à gauche. Quand il rentre dans le couloir, ben, voilà, ce serait utile d'avoir des. Donc voilà, c'est vraiment tout ce travail où là, on était Qui a plutôt été fait. dans j'allais dire, de l'échange, du brainstorming pour trouver des solutions. Et puis après, on a essayé de les concrétiser et pareil, de les passer à ce tri de reventilation. Et juste le maître d'œuvre, par rapport à cette démarche, lui, il l'a bien apprécié ou il a été contraint par SNCF de la faire, cette démarche? Comment? Oui, je veux dire, il était un petit peu contraint. C'est-à-dire que l'initiative, c'était bien de la SNCF. On a dû faire un peu de pédagogie, hein, justement, pour dire, attendez, on n'est pas là pour tout casser, on peut travailler ensemble. Et c'est justement, c'est d'apporter un peu d'amélioration par rapport à vos propositions. Elles sont intéressantes, elles sont pertinentes. Après, il y a bien évidemment le maître d'ouvrage, c'est lui qui paye, hein, donc c'est son investissement. Il faut arriver à converger. Et donc, on a senti au début une petite crainte au démarrage, hein, donc il a fallu le rassurer et puis travailler avec lui. Et donc, il a vraiment joué le jeu, donc c'était intéressant et il a accepté de faire l'exercice. C'est voilà, tout cet exercice de valorisation, de dimensionnement, d'estimation des coûts, même pour les nouvelles solutions. Euh, il a accepté de le faire. Bon, je pense qu'il a été rémunéré pour aussi, mais bon, voilà. D'accord. Mais ça s'est fait de concert et on a pu aussi voilà, retracer une perspective sur la suite des études. J'ai une autre question, excuse-moi, les questions arrivent là. Comment tu as sélectionné justement ce groupe de représentants, ce groupe de travail qui s'est mis autour de toi? Alors, peut-être pour la première, mais surtout peut-être pour le deuxième exemple, tu les as Euh, sélectionnés comment? voilà, là, c'est un vrai travail au Ah voilà, démarrage c'est parti. avec le maître d'ouvrage, avec le client. D'accord. Voilà, pour essayer d'identifier bah, déjà qui on peut associer, les différents acteurs. Donc là aussi, hein, c'est par rapport aux gros enjeux. Donc on s'est dit, bon, attendez, s'il y a
une notion de standing avec le Grand Paris Express, eh ben, on ne peut pas, on ne peut pas ne pas inviter le Grand Paris Express. Alors bon, ils n'étaient pas forcément très présents, mais bon, ça, la difficulté de temps en temps dans le fait d'associer les personnes, hein, qui sont volontaires ou pas. Et puis, toute cette notion d'expérience positive, donc comme ils ont exprimé ses besoins, c'est de se dire, bah, il faut absolument qu'on ait vraiment une parole des usagers et qu'on trouve un vrai regard. Et là, on a interrogé le maître d'ouvrage sur qui est actif. Alors, on n'allait pas demander. Donc, c'est vrai que le mieux, c'est d'avoir quand même des porte-paroles. Donc, c'est quelles sont les associations qui sont actives en proximité de la gare. Et donc là, c'est le maître d'ouvrage qui nous a évoqué. Et par deux, trois échanges, on est arrivé à identifier ces différents acteurs. Et après, on les a contactés. Certains ont dit bah, ça nous intéresse. Et là, ils étaient très volontaires. D'autres ont été un peu moins présents. Là aussi, c'est les agendas qui créent un peu de difficulté. Puis on essaie de trouver ce bon équilibre. Très bien. Après, on parle de conception à coût objectif. Et ce que tu as fait, est-ce qu'il y a Ouais. il y a une relation? Est-ce que tu connais, toi, la partie conception à coût objectif? Oui, oui. Alors là, dans ces deux cas, c'était pas forcément le besoin exprimé. Donc le premier, comme on est vraiment en émergence, il n'y avait pas forcément d'enveloppe d'identifier, hein. Après, on sait qu'il y a des négociations entre les différents partenaires pour définir et identifier les investissements. Voilà. Euh, donc, on n'est pas du tout rentré dans cette approche, on était plutôt dans une approche fonctionnelle. Et là, il y avait le maître d'ouvrage, c'était pas non plus positionné sur un coût d'objectif et un objectif de réduction de coûts. Il a été plutôt dans une logique de dire, là aussi, hein, c'était pas comme c'était un premier quai dans le cadre du Grand Paris Express, c'était de dire, bon, je suis prêt aussi à mettre le montant qu'il faut pour avoir une gare de qualité, pour être plutôt dans cette logique de gare pilote, mais je ne veux pas faire n'importe quoi non plus, donc je veux que ça soit D'accord. raisonnable. Donc là, on n'avait pas forcément cette notion de respecter un coût d'objectif. D'accord. Ok. Alors, écoute, il est 18h05. Je crois qu'on a fait le job. Maintenant, on vous remercie tous pour cette audience, pour ce premier webinaire qui a été merveilleuse. Donc, merci encore tous de votre présence. Comme on l'a annoncé, nous vous attendons cette fois-ci pour parler d'un outil d'analyse de la valeur, un LABAC de Régnier. Ça sera Jean-Pierre Grandet qui nous présentera cet outil. Donc, on vous attend comme de la même manière qu'aujourd'hui, hein. Vous cliquez sur le lien qui vous sera envoyé parce que on va vous envoyer déjà le replay de cette présentation et le lien pour vous inscrire et découvrir un des outils de l'analyse de la valeur qui sera la bague de Régnier. Alors, le webinaire peut continuer, hein. Si vous avez des questions personnelles ou directes à poser à Philippe, je te propose de rester en ligne quelques minutes encore. Et autrement, eh ben, Oui, écoutez, encore merci. Merci Philippe, vraiment pour ces échanges et ce partage. Euh, et puis pour ta nouvelle présidence alors de la FAV, merci. on te souhaite de mener la FAV vers de belles destinations. Merci encore à tous. Merci de votre Et puis présence. Vous voyez, n'hésitez pas à nous faire des retours. On est bien également. voilà, on met en place un nouveau dispositif. Donc, voilà, est-ce que c'est trop court, trop long, trop dense euh, comment on peut aussi adapter ce dispositif. On est preneur, hein, aussi pour Tu n'as pas lu l'améliorer. mon commentaire. Alors, On n'a pas tout lu. Merci de prendre la parole. C'est Baya, c'est ça? Salut oui, Baya. salut, Bonjour. Oui, tu disais bonjour. qu'on pourrait le présenter à d'autres environnements, c'est ça? Oui, parce que c'est un excellent exemple pour les communes et on peut passer par l'Association internationale des maires francophones. Ah Ils ouais, ça viennent de, c'est intéressant. alors, ils viennent de faire une manifestation en Tunisie. J'ai parlé au secrétaire général et je lui ai parlé de l'analyse de la valeur. J'ai sa carte visite et on pourrait lui envoyer, par exemple, la vidéo là, de l'enregistrement. Mm. Et ce sont des gens qui soutiennent les communes un peu partout dans les pays francophones et en France. Donc, il suffit de trouver des communes en France et des communes en Tunisie
qui veulent mettre en place la démarche et eux, ils peuvent mettre en place un projet de formation et d'assistance et tout ça. Ah, ben ça serait pertinent, surtout qu'on a d'autres environnements francophones avec lesquels la FAV est en relation. Donc, ça pourrait continuer à faire connaître l'analyse de la valeur. Merci beaucoup, Baya, pour ces remarques. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir pendant que maintenant nous sommes en petit comité, si nous J'ai avions lu, des personnes un Ouais, peu... j'ai vu une petite question, moi, peut-être très rapidement, sur les délais. ouais, Voilà, c'est vrai que c'est des merci. missions. Ah bah voilà, bah, c'est bien. Sur les délais, donc là, c'est des missions qui peuvent être un peu coup de poing. Donc, en tout cas, pour la gare, je crois que ça s'est fait en 2-3 mois. Donc là aussi, on avait l'avantage d'avoir des associations très disponibles et donc mobilisables très rapidement. Mais globalement, une démarche comme ça, c'est autour de, on va dire, 3 à 5 ateliers. Donc, et ça dépend vraiment de la dynamique et de la capacité des acteurs à se mobiliser. Donc, ça prend, on va dire, le plus rapide, c'est en 2 mois, on est capable de faire quelque chose. Souvent, le format, c'est plutôt entre 3 et 6 mois, entre le moment où on commence à justement à nous approprier le sujet, à cadrer un petit peu la démarche avec le maître d'ouvrage. Et ensuite, caler les agendas, inviter les personnes, donc ça prend toujours un petit peu de temps. Et puis après, on crée un petit rythme voilà, sur 2-3 mois. Et puis derrière, prise de recul, prise de décision, de temps en temps des petits temps un peu plus larges pour pouvoir justement solliciter un bureau d'études s'il y a besoin de consolider techniquement, vérifier la faisabilité des solutions. Voilà, donc c'est entre 3 et 6 mois, c'est à peu près l'ordre de grandeur d'une démarche de ce type. Ok, bah merci beaucoup. Et en termes de jours hommes, à peu près, tu sais, Alors, jour homme, ça dépend si on compte. Alors, le prestataire en termes de, je dirais, d'animation, ça peut aller entre, on va dire, 20, 30, 40 jours d'intervenants. Après, si on compte ce que coûte la démarche, parce que c'est de la mobilisation de personnes, d'une douzaine de personnes qui vont venir à des temps donnés. Voilà, c'est peut-être 80, 90 jours, une petite centaine de jours si on prend toute la mobilisation en équivalent temps plein des personnes qu'on va solliciter, qu'on va mobiliser autour de la table. Euh, donc, bien évidemment, ça c'est plus ou moins après, on va dire, dilué par rapport à chaque partie prenante et chaque structure qui intervient et qui contribue à l'analyse. bah écoute, merci encore, Philippe. Est-ce que vous voulez lui poser encore d'autres questions? N'hésitez pas. Vous l'avez rien que pour vous. Ah, attends, je crois qu'il y a une nouvelle question. Non, et beaucoup de remerciements, beaucoup de félicitations, hein, Bon, Philippe, merci bravo pour ces encore. retours. Bon, bah, je crois que Bien. on va Ah, j'ai conclure ce j'ai quelqu'un webinaire. qui essaye de se connecter. J'ai quelqu'un qui essaye de se connecter, donc Ah, ouais, je le fais rentrer. Alors, je ne sais pas si c'est une déconnexion ou une reconnexion, mais pour voilà. très bien. Bon, bah écoute, on va conclure ce webinaire. Merci encore, Philippe. Comme on le disait, Ouais, merci. vous pourrez l'avoir en replay. On va vous envoyer l'email directement avec l'accès à ce replay. Et le 19 janvier, jeudi 19 janvier 2023, l'année prochaine, nous ferons un nouveau webinaire, cette fois-ci sur les outils qu'on peut utiliser en analyse de la valeur. Et là, c'est la BAC de Régnier. Je ne sais pas si vous connaissez. Et ben, on va découvrir ça tous ensemble avec Jean-Pierre Grandet. Merci, passez de bonnes fêtes à tous. Merci encore à toi, Philippe. Merci à tous Merci à d'être tous venus et à la prochaine. et merci Cédric pour toute la logistique. Bonne fête à tous et à l'année prochaine.